Bonsoir. Je m'appelle n'importe qui. Je suis celui qu'on accuse d'avoir organisé ça. D'avoir organisé ce qui ne plaît pas à certaines personnes. Je ne me plains pas, j'assume. Je sais que vous êtes venus m'écouter. Savoir si je suis coupable ou non. Je ne parlerai pas en présence de mon avocat. J'aime beaucoup les avocats, hein, surtout ceux qui viennent de Bouddha. Quand j'arrive dans un milieu où tout le monde m'écoute, dans un milieu où les gens se sont déplacés, rien que pour m'écouter, rien que pour avoir en face d'eux ma tronche de mouchard insatisfait. Alors quand j'arrive dans ce milieu et je déclare, mon candidat n'est pas n'importe qui, ça va chercher dans la tête de tout le monde. N'importe qui va se dire, c'est qui son candidat? Il fait quoi son candidat? Il est né où? A-t-il une femme? C'est quoi son parti? Des enfants? Pourquoi peut-il être candidat? Voilà, mesdames, messieurs, une partie et rien qu'une partie des questions que vous avez envie de me poser ce soir. Mais je ne vous laisserai pas l'occasion. Parce que mon candidat n'est pas n'importe qui. Je ne suis pas celui qui peut aller voter pour quelqu'un à qui il ne fait pas entièrement confiance. Je dois suivre minute by minute les projets de mon candidat. Même s'il n'a pas de projet, il doit être franc avec moi, se confier à moi. Pourquoi voulez-vous que je vote pour quelqu'un qui ne se confie pas à moi, qui reste un mystère pour moi? Non. La politique n'est pas une chose simple. Être candidat aussi n'est pas une chose simple. Il faut avoir la responsabilité de sa maturité pour prendre en charge la maturité de la gestion de la chose publique. Mon candidat n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui vous regarde n'importe quand, qui peut dire n'importe quoi, qui sait aussi que son destin ainsi que le vôtre est lié à ce pays qui survit. J'ai totalement confiance en mon candidat, totalement confiance. Et je vous assure que je n'ai pas confiance en n'importe qui. La seule personne en qui j'ai confiance, c'est moi. Ah oui, la seule personne que je contrôle sans relâche, même quand je dors, c'est moi. La seule personne qui ne peut pas me tromper, au risque de se tromper lui-même, c'est moi. Après, je m'en fous. Je ne m'en fous pas de vous, mais de ceux qui ne sont pas là ce soir et qui ne comprendront pas les raisons de mon choix. Mon choix est celui de n'importe qui. Ce n'est pas important, mais nous allons tout au long de ce procès d'intention parler de moi pour mieux me comprendre et savoir pourquoi je crie sans fin dans ce silence qui tue. Je suis l'emmerdeur qu'on emmerde à chier. L'emmerdeur qui n'a pas fini d'emmerder plus d'une personne. Et rassurez-vous, ce soir, je vais vous emmerder grave. Que ceux qui ne sont pas d'accord avec la dénonciation choquante prennent congé de nous. Dans la vie de tous les jours, il y a ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Quand on rencontre quelqu'un, ce n'est pas la peine de lui demander ce qu'il n'aime pas. Ça va le verser. Personne ne parle avec enthousiasme de ce qu'il n'aime pas. Il faut toujours demander ce qu'il aime. Alors si quelqu'un me dit « j'aime mes enfants », je comprends qu'il n'aime pas sa femme. S'il me dit « j'aime les enfants », je comprends qu'il n'aime pas les adultes. S'il me dit « j'aime ma femme », je comprends qu'il n'aime pas sa mère. Alors, en citant ce qu'il aime, vous allez très vite comprendre ce qu'il n'aime pas. Parce qu'il évitera de citer ce qu'il n'aime pas dans la liste de ce qu'il aime. Moi, j'aime la grenadine. Chaque fois que je dis ça dans un bar, je deviens un sujet curieux pour tout le monde. Les gens me regardent comme ça, comme le monsieur du fond là. Pourquoi on vend la grenadine si je ne peux pas en boire? Quand j'étais enfant, à toutes les fêtes, mon père achetait pour moi une grenadine avec un pain à tremper dedans.
Depuis ce moment, la grenadine est restée pour moi une boisson de bonne humeur. C'est vrai que je ne trempe plus dans ma grenadine. Je la bois et savoure l'extase de sa saveur. J'aime la grenadine. Essayez et vous verrez. C'est une boisson comme les autres, hein? Ah oui. Sauf que je ne sais plus où mettre les pieds pour me sentir moi-même. Parce que tout le monde s'intéresse à ce que fait tout le monde. Sauf à ce que lui-même il fait, parce que les autres s'intéressent à ce que lui il fait. Tout le monde regarde tout le monde. Notre pays est devenu un pays bizarre. Quand tu commences par dire j'aime la grenadine, les gens se disent c'est quel candidat qui va diriger un pays en aimant la grenadine? C'est une boisson ça. Les responsables de l'État commandent des caisses de champagne. Lui il va commencer des casiers de grenadine. J'aime la grenadine, mesdames, messieurs. Essayez et vous verrez. C'est une boisson comme tous les autres. Sans aucune publicité, hein. Parce que la couleur de la grenadine me tue seulement. Je ne sais pas ce que tu as mis dans la grenadine. Je n'aime pas les femmes qui portent le string, alors que c'est le string, pas le mien. Hein. Je n'aime pas les hommes qui pissent sous l'arbre. Je n'aime pas les enfants qui sucent leurs doigts. Ils ne pourraient pas sucer autre chose. Mais le string ne m'inspire aucune confiance. Quand je vois une femme en string, c'est comme si je voyais un truc bizarre. Le cadavre d'un porc, par exemple. Excusez-moi, ma femme met souvent le string, hein, avec une robe et il se met à balayer la cour. Là, j'écris, madame, tu vas prendre toute la poussière de la cour, là où je fabrique mes enfants. Arrête! Quand j'ai vu le string pour la première fois, j'ai cru qu'un tailleur avait voulu reproduire en tissu l'appareil reproducteur féminin. Mais le jour où j'ai vu à la télé la publicité du string masculin, waouh, j'ai compris que la fin du monde est proche. Non, je sais que vous aussi, les femmes, vous n'aimez pas le string, mais vous faites comme les autres. C'est la publicité qui vous corrompt. Parce que comment une femme qui portait déjà le slip, un caleçon qui couvre tout, laisse le caleçon, le slip, pour le string. C'est une évolution à l'envers. On a inventé le string pour torturer les femmes dans les pays en guerre. Et beaucoup de femmes chez nous portent le string pour orner le dos. Il faut souvent vous voir sur la moto, non? Toujours en train de tirer le corsage pour ouvrir le pantalon taille basse qui laisse voir la corde du string entre les fesses en l'air. Si le vent savait faire l'amour. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas le string? J'aime la grenadine. Essayez, vous verrez, hein. Aujourd'hui, nous sommes face à une découverte qui va bientôt changer le monde. L'Afrique surtout. L'OMS vient de découvrir qu'en Afrique, fumer tue. On avait découvert ça en Europe depuis. Mais on vient de le faire en Afrique. Il faut que tout le monde le sache, on a décidé d'écrire ça sur des paquets de cigarettes. Non, à l'OMS, avant, on croyait que la cigarette donne la santé. D'ailleurs, la cigarette devait être cataloguée parmi les vitamines de première nécessité. Quand tu ne fumais, tu n'étais rien. Tu ne pouvais pas aller à Hollywood, par exemple. Les plus belles femmes du monde ne sortaient pas avec des non-fumeurs. Aujourd'hui, catastrophe des catastrophes. Fumer tue. Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Mais regardez nos musiciens. C'est misérable. Tous les musiciens des petites célébrités fument du cigare et boivent du champagne dans leurs clips pour montrer à la jeunesse sensible que fumer du cigare ne tue pas, mais exprime l'opulence et la célébrité. Même ceux qui ne vendent que 2 CD par an et vivent dans les petits font des années d'économie pour se faire clip avec champagne.
champagne et cigares. Je ne sais pas s'ils lisent sur des paquets de cigarettes pour savoir. Ah, je comprends. C'est parce que l'OMS n'a pas encore traduit dans la langue des musiciens de chez nous le slogan « Fumez-tu » qui circule sur nos paquets de cigarettes. L'OMS devrait penser à ça. Notre pays est devenu le centre des interrogations. Et quand un homme décide d'être candidat dans ce pays, il doit avoir l'œil partout. L'œil partout. Il doit regarder à gauche, regarder à droite. Comprendre ce qui marche, comprendre ce qui ne marche pas. La loi voit tout. Mais la vindicte populaire a gagné nos vies. Même les chrétiens qui récitent de midi à 14h, tu ne tueras point, tu ne tueras point, ramassent des lattes et frappent sur le crâne du premier venu, sur qui on crie au voleur. On ne demande même pas ce que quelqu'un a volé, ni qui il a volé pour faire sa fête. On applique la loi du quartier. On assassine la loi et le brigand avec le même coup de bâton. Personne ne veut perdre son temps pour aller porter plainte quand il y a un problème. Pour crédibiliser notre justice. Pour que notre justice ait un avenir. On se contente de la corruption qui s'enracine chez nous. Quand j'ai dit tout à l'heure que mon candidat n'est pas n'importe qui, vous allez comprendre par les déclarations de mon candidat qu'il n'est pas n'importe qui. Il y a quelques années à Bafoussam, j'ai rencontré un ami qui a été engagé dans une ONG norvégienne. Il fallait qu'il soit journaliste de formation et titulaire d'une licence en sociologie. Mais notre ami avait arrêté ses études en classe de première et exerçait comme bouquiniste au marché de Bafoussam. Le vendredi, il est descendu à Yaoundé avec 200 000 francs et est revenu le mardi avec son bac, sa licence en sociologie et son diplôme de journaliste sorti de l'ESTI avec mention assez bien. Le gars a bousculé son destin. Depuis 3 ans, il travaille comme communicateur au Sahara occidental dans cette ONG norvégienne. Quelle catastrophe pour la valeur de nos diplômes, mesdames, messieurs. Quelle catastrophe. Et les auteurs de cet assassinat des valeurs boivent les soirs dans le quartier, au vu et au su de tous, le butin d'un étranglement national. Ça, pour nous, ce n'est pas la catastrophe, ça c'est sûr. La catastrophe ici, c'est quand tout le monde boit la bière et tu demandes une grenadine. Voilà la vraie catastrophe. Quand tu bois autre chose qui n'a pas d'alcool au bar, on te considère comme un vaurien, un fainéant, un sidé en phase terminale. Notre pays est devenu le paradis de l'ivresse. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Voilà le slogan de notre paix. Et j'entends souvent dans les télés, dans les radios et dans la rue dire que nous sommes dans un pays en paix. Quelle paix? Quelle paix? Ne ça, on peut boire sa bière tranquillement. Voilà la paix. J'aime la grenadine. J'aime aussi la grenadine. Essayez et vous verrez. Je commence à aimer la grenadine. Ah oui. Même un champ de tir en Afghanistan l'écrase par le nombre que nos transporteurs écrasent chaque jour sur nos routes à cause de l'alcool. Il y a 2 ans, j'ai pris un car de transport de Bafoussam pour Yaoundé. Pour ceux qui connaissent cette route, on s'arrête toujours à Makénéné pour étancher sa soif et boire et manger un peu de la viande de brousse. Quand nous sommes arrivés à cette escale, 3 passagers ont emmené le chauffeur au bar pour le féliciter d'avoir très bien compris. Chacun voulait que le chauffeur boive 2 bières à son compte. Au bout de la 3e bière de 65 centilitres, il faut le préciser, notre chauffeur a refusé la 4e en disant qu'il la boirait volontiers à Yaoundé. Et nous avons pris la route.
Je vous assure que c'est par chance que nous sommes arrivés de justesse à Yaoundé. Et nos 3 piégeurs inconscients dormaient à point fermé pendant que nous souffrions le martyre d'une conduite pas possible. 3 personnes sont sorties à Bafia alors qu'ils avaient des urgences à Yaoundé. Avec ça, on dit qu'il y a la paix dans notre pays. Quelle paix! Même les mototaximans à Douala écrasent plus de personnes que sur un champ de tir en Afghanistan. Les gens se plaignent de moi, pourquoi? J'aime la grenadine. Essayez, vous verrez. Dans les pays qui se respectent, où on pense à l'émergence, très cité par les politiciens ces derniers temps. Quand un homme te rend visite, tu déposes sur la table une bouteille de whisky. Chacun se sert un petit verre. Et vous pouvez ensuite causer toute la soirée avant qu'il ne parte. Le whisky ainsi servi peut faire 15 à 20 verres et recevoir 10 à 20 personnes. Mais dans notre pays, papa, dès que tu déposes une bouteille de whisky devant un visiteur, s'il ne finit pas, il ne part pas. En plus, vous ne pouvez plus causer de rien plus que son objectif vital. C'est finir le contenu de la bouteille, il se farde. C'est quand la bouteille est vide qu'il se rend compte que rester debout et marcher jusqu'à son domicile est une activité difficile. Difficile, on réfléchit après, pas avant. Et quand on a en face de soi une bouteille pleine, la vider devient une obsession comme si la suite de notre vie en dépend. On nous a maudits avec l'alcool. Monsieur n'importe qui ne sait pas la réponse à cette question. Dans les pays émergents, les pays réellement en voie de développement, pas en voie de sous-développement, comme chez nous, quand les gens sortent en groupe, ils veillent à ce que celui qui va les conduire ne boive pas une goutte d'alcool. Non, ici nous sommes très intelligents. Chacun veille à ce que le chauffeur boive plus que tous. C'est toi notre chauffeur, mon frère, prends 3 bières. Notre chauffeur ne boit rien, donnez-lui un vin. Cher chauffeur, notre vie est entre tes mains, prends 3 sachets de whisky. Au lieu de construire des asiles de fous et des centres de rétention des ivrognes, l'irresponsabilité de l'État a préféré libéraliser, signé par décret, l'ensachage du whisky pour le grand malheur de nos villages.